c'est clairement un objectif dans le sens où tout le monde chez Aerox aimerait beaucoup que Aerox devienne un sport olympique. Aujourd'hui, on est à 99% de finishers. 99% des gens ont cette fierté d'avoir fini. C'est le meilleur moyen de se dépasser et d'aller chercher un moment où être fier de lui, comme il pourra, je pense, pas forcément l'expérimenter en dehors de la compétition sportive. Bonjour à tous, Clément de Hybrid News. Aujourd'hui, nous sommes à Aerox Toulouse et nous interviewons Héloïse Péricard, la directrice marketing Aerox France. Je remercie MyProtein, notre partenaire sur ce podcast. Retrouvez la gamme Aerox de MyProtein pour booster vos entraînements et faire le plein d'énergie. Moins 10% avec le code Hybrid News. Le lien est en description. Bonjour Héloïse. Bonjour Clément. Merci d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Alors, je voudrais que dans un premier temps, tu puisses te présenter, nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé chez Aerox. Avec plaisir. Du coup, moi, je suis arrivée chez Aerox au tout début d'Aerox en France, donc c'était l'été 2023. Oui. On lançait Aerox en France avec Max et Océane. L'idée, c'était d'avoir des athlètes qui ont envie de participer au premier event à Paris en novembre 2023. Donc, c'était notre premier event, c'était un jour d'event et on avait 3500 places à vendre. Et j'ai connu en fait Max, du coup, qui est country manager en France. Quand je bossais chez Puma avant, je bossais pour Puma Running. Et du coup, j'ai connu Max quand il était coach sportif à R2. Et on a pas mal discuté et c'est lui qui m'a parlé d'Aerox. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a dit qu'il allait chercher quelqu'un en marketing et je me suis lancée. Ok, tu connaissais un petit peu déjà la marque ou pas du tout? Ouais, j'étais déjà inscrite à l'Aerox de Madrid. Qui était en septembre. Du coup, j'étais inscrite peut-être 6 mois avant, quelque chose comme ça. Donc, je savais que c'était un sport qui pouvait me plaire. Mais je connaissais pas aussi bien et je ne savais pas que ça allait prendre aussi bien, aussi vite en France. Du coup, tu es maintenant, j'imagine, participante. Enfin, Ouais. tu pratiques, du coup? Ouais, je pratique. J'en fais pas mal. En fait, moi, je viens de la course à pied, donc j'avais l'avantage d'être très à l'aise sur la course à pied. L'inconvénient d'être beaucoup moins sur les stations. Après, c'est un sport qui me plaît. Je trouve que les trainings Aerox sont hyper cool. Et là, je suis qualifiée au championnat du monde en juin, donc c'est cool, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle actuellement, ou même depuis le départ, s'il a évolué depuis, chez Aerox France? Qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais, alors au départ on était plus multitâche parce qu'on n'était que 3 dans l'équipe, donc je gérais marketing et partenaires. Aujourd'hui on a des rôles plus spécifiques chacun parce que du coup chaque rôle a grandi. Et du coup moi je suis responsable marketing aujourd'hui, donc je gère en gros toute la stratégie de com un peu de tout ce qui se passe autour d'Aerox, que ce soit toute la com interne mais aussi toute la com qui va être externe avec d'autres médias, des influenceurs, tous les ambassadeurs aussi. Voilà, tout ce qui se passe un peu autour d'Aerox et tous les produits Aerox qui peuvent y avoir. Et sur une journée comme aujourd'hui où on est sur l'Aerox Toulouse, quel est ton rôle en fait sur la course? Alors le gros de mon rôle, il est beaucoup avant l'event, du coup gérer tout ce qui va se passer en termes de marketing, donc tout le briefing de tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux Aerox qui est fait en amont, gérer toutes les demandes de médias qui vont venir sur place, etc., influence, etc. Et après, sur place, du coup, c'est accueillir les personnes qui sont là et être ici, du coup. Ok. On entend souvent dire que le public Aerox est particulier. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du profil type des pratiquants Aerox, s'il y en a un? En fait, le profil type, déjà, je pense qu'il n'y en a plus vraiment. Et il a pas mal évolué. Du coup, en début 2023, vu que les personnes qui connaissent Aerox, c'est vraiment passé par le côté fitness, ça a été des personnes qui étaient en salle de crossfit beaucoup. Du coup, qui étaient dans des salles qui faisaient du cross-training, etc. Et ces personnes-là ont découvert Aerox comme ça, ils se sont dit marrant, c'est un challenge, c'est accessible, c'est une compète qui est accessible et directement qui est là quoi. Et du coup on a eu énormément de personnes qui venaient de plutôt cross training et fitness. Ok. Plutôt que du running. Ouais, beaucoup plus que du running. On avait vraiment très peu de runners au début. Et au fur et à mesure, il y a des personnes de sport d'endurance, donc running et triathlon. On a eu plus de triathlètes, je pense, au tout début que de runners. D'accord. Parce que je pense que les triathlètes avaient potentiellement un peu moins peur de tout ce qui était force, et notamment du haut du corps, parce qu'avec la natation, t'es quand même un peu obligé d'avoir un peu de force au niveau du haut du corps. Alors que c'est vrai que les runners, potentiellement, avaient un peu plus peur des stations.
Donc on a eu pas mal de sports d'endurance, on a eu quelques cyclistes aussi. Et maintenant, je pense que les profils ils sont hyper diversifiés. On a toujours des personnes qui viennent d'univers très fitness, mais je pense que ces personnes-là aujourd'hui sont beaucoup plus mises à la course à pied. On a beaucoup moins de profils vraiment très très cross-training qui aujourd'hui passent sur l'Aerox. On a tout, mais on a des profils qui sont un peu diversifiés du coup dans l'entraînement. Après maintenant on a quand même énormément de personnes qui viennent des sports d'endurance. Vraiment running, on en a pas mal. Surtout qu'en plus maintenant dans le running, je pense que c'est aussi pas mal en train de changer. Et maintenant, on dit vraiment que pour progresser en running et pour pas se blesser, c'est hyper important de faire de la PPG. Oui. Et en fait, Aerox, ça peut aussi s'inscrire sur des périodes comme la PPG à faire et ça permet aussi de faire un peu de renfo. Ça reste hyper ludique, donc c'est voilà, cool. c'est ça. Ouais. On a beaucoup de sports d'endurance et après on a des personnes qui viennent un peu de tout autre sport. On a des personnes du padel, on a pas mal de rugbymen qui viennent. Du paddle? Du padel, ouais. Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est le premier qui m'est venu, mais voilà. Okay. On a pas mal de sports co aussi. Ouais, rugby, on en a pas mal là à Toulouse notamment. On a quelques têtes d'affiche qui viennent participer. Et, Vincent Clerc, je crois, qui le faisait. Exactement. Okay. Et il y a Maxime Médard aussi qui passe là, qui est en train de passer d'ailleurs. Et on en a déjà eu on a eu pas mal de rugbymen sur les différentes éditions. Et pareil, foot, on en a. Hand, volley, etc. On a des athlètes. Et après, on a déjà essayé un peu de rechercher les différents profils. On a vraiment de tout. Enfin, on a des escrimes, tout type de sport. Donc c'est vrai que je pense que ça s'inscrit assez bien aussi dans une démarche de sport complémentaire pour travailler à la fois la force, à la fois le cardio. Sur des mouvements qui sont pas trop techniques et sur un format qui reste assez ludique. Ça correspond à tous les sportifs. Et après, le dernier type de profil qu'on a de plus en plus, c'est des personnes plus débutantes dans l'univers du sport qui vont chercher à se remettre au sport, se remettre en forme, etc. Et en fait, ça va être un objectif qui est hyper tangible, qui est marqué dans le temps aussi. C'est beaucoup plus motivant que de se dire je vais perdre 2-3 kilos et après quoi, etc. Enfin là, du coup, il y a vraiment cet objectif. Et si on s'entraîne pas toutes les semaines, l'objectif, on peut pas le reculer parce que en fait, la date. Tu parles de la course, du coup, d'aller, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un bon moteur pour se motiver. Ouais. Et du coup, c'est un bon moteur, plus le fait que c'est vrai que, je pense qu'on en reparlera après, mais il y a l'aspect communautaire qui fait que les débutants arrivent à être très intégrés. Il y a aujourd'hui des salles affiliées avec des cours qui permettent vraiment d'avoir des niveaux différents qui peuvent tous aller chercher un peu leurs limites en cours. Ouais. Donc non, aujourd'hui du coup, il n'y a plus vraiment de profil type. Je pense que c'est très très varié et du coup, je pense qu'à l'intérieur, tu le verras au fur et à mesure de la journée. On l'a vu sur les images, ouais, tout à fait. C'est beaucoup de personnes différentes. Super riche. Et est-ce que tu vois une différence entre, j'imagine que tu as fait énormément d'événements, même à l'international, entre le public français et justement ce public international ou non? Je pense que de manière générale, l'aspect communautaire, c'est quand même un des gros points forts d'Aerox. La communauté Aerox, elle est hyper soudée et tout. Mais c'est vrai qu'en France, je pense qu'on est vraiment la communauté, elle est hyper soudée, elle est hyper forte et elle est extrêmement bienveillante. Dans le sens où des personnes qui vont faire moins d'1 heure, ils vont quand même pouvoir aller féliciter les personnes qui font 2 heures. Il n'y a aucun jugement. Dans d'autres sports, des fois, il peut y avoir des jugements entre les temps et tout. Là, vraiment, c'est une communauté qui est très, très bienveillante. Donc, Est-ce que tu peux nous parler justement des chiffres de développement, des choses dont tu as le droit de parler, au niveau monde et France d'Aerox à l'heure actuelle? Comment le sport se développe Alors du coup, l'objectif d'Aerox, dont on se cache pas, c'est d'arriver à 150 villes dans le monde. Donc du coup d'avoir 150 événements et après l'idée sera pas d'avoir 300 événements, c'est d'avoir plus de jours d'événements sur ces différentes villes, 150 villes où on va aller. Okay. Effectivement, nous on se cache pas du fait que l'idée c'est d'avoir beaucoup de jours d'événements et beaucoup d'athlètes présents. Effectivement, Aerox reste un business, donc il y a un aspect business, mais après il y a aussi le côté la demande est hyper forte. On fait face aussi à beaucoup de frustration parfois quand les personnes n'ont pas de billets, donc il y a aussi vraiment l'idée de répondre à la demande. Après aujourd'hui, là en France, on est sur des événements cette saison, donc on a 6 événements de 4 à 5 jours. Là on est sur 4 jours, Grand Palais on sera sur 5 jours et Lyon on sera sur 5 jours. Donc voilà, ça donne une idée. Après une journée d'événement, on reçoit environ 4000 athlètes. Donc voilà, ça fait du monde. Ça fait du monde et les calculs sont assez vite faits. Et en général, on a un peu plus le ratio spectateur-athlète, c'est un peu plus de 1 pour 1. Donc on a souvent un peu plus de 1 spectateur par athlète, on est souvent à 1,2, 1,3 en moyenne. D'accord. Ouais. Voilà. Après, on sait qu'il y a des événements comme Grand Palais où forcément il y a plein de gens aussi qui veulent venir voir le lieu, donc on est plus sur du sold out tout le temps avec 2 pour 1 ou des choses comme ça.
Mais voilà pour les chiffres. Et après, je sais pas si tu veux aller plus loin, genre dans les Si tu as d'autres chiffres, tarifaires, etc. si tu as d'autres chiffres qui peuvent être partagés, oui. Après, il y a notamment, est-ce que tu as des infos par rapport au nombre de pratiquants à l'heure actuelle en France du sport ou des dynamiques sur ce chiffre? Alors aujourd'hui, on a 1200 salles affiliées. C'est très compliqué d'avoir le nombre de pratiquants parce que du coup, chaque salle affiliée a un nombre différent d'adhérents. Et tous les adhérents ne font pas de l'Aerox forcément dans les salles affiliées. Donc c'est hyper compliqué d'avoir un nombre exact de pratiquants, plus toutes les personnes qui s'entraînent dans des salles non affiliées et toutes les personnes qui s'entraînent pas forcément toute l'année, etc. Donc quasi impossible pour nous d'avoir le nombre exact de pratiquants. Après, du coup, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, là en France, par exemple, cette saison, on a 100 000 athlètes à peu près inscrits sur compétition sur la saison. Donc ça nous donne quand même une idée des personnes, des personnes qui sont vraiment dans Aerox, etc. Après, les 100 000, du coup, il y a potentiellement des gens qui font plusieurs fois. Enfin, on a 100 000 places athlètes ouvertes et à la vente, mais ça ne veut pas dire que ces 100 000 personnes, il y en a qui vont faire 2 fois la compétition, etc. Oui. Là-dessus, on n'a pas forcément le chiffre. Enfin, j'ai pas forcément le chiffre en tête. Okay. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Après, 1200 salles affiliées, en sachant que du coup, en août 2023, quand on arrivait à vraiment avoir une entité en France, on avait 12 salles affiliées. Et du coup, le départ, en fait, le fait de se faire connaître, etc., c'était assez long. Donc, on était, je crois, à 200 salles affiliées en août d'après. Ce qui fait une énorme croissance en soi, mais voilà. Et là, on est à 1200. 1200, c'est énorme. Ouais. Première franchise fitness de France. Donc c'est quand même très beau. On parlera très bien, je pense. Ouais, on l'aura sur un prochain épisode. Et du coup, comment la France se positionne dans l'écosystème Aerox mondial? Tu m'as dit que tu travaillais un petit peu aussi avec toi, avec l'international. Comment on se positionne? Comment on est vu? Est-ce qu'on est les petits derniers à la traîne? Est-ce que Non, du coup, en gros, pour faire un topo rapide, le fonctionnement d'Aerox France, c'est il y a certains pays qui sont directement rattachés au siège global. Donc c'est le cas de la France, par exemple, du Royaume-Uni, des pays nordiques, etc. Et après, il y a d'autres pays comme l'Espagne ou le Mexique qui sont des franchisés. Donc le fonctionnement est un petit peu différent et le rattachement au global est un tout petit peu différent. Nous, on est vraiment 100% rattachés au global. Et on est plutôt très bien vu entre guillemets parce qu'on est un marché qui fonctionne hyper bien. Enfin, je veux dire, la croissance a été hyper rapide. Aujourd'hui, je pense qu'on se rapproche pas mal des UK, qui du coup est vraiment le marché qui réussit le mieux et c'est le marché phare. Aujourd'hui, en termes de croissance, je pense que c'est le marché dont on reste le plus proche, donc c'est assez chouette. Et c'est vrai qu'on a la chance en France, je pense, d'avoir une culture en fait de la compétition qui fait aussi que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien dans d'autres pays comme les pays nordiques qui sont beaucoup plus timides et ont beaucoup plus besoin d'être sûrs d'eux, etc. avant d'aller à la compétition. Là où le français va être beaucoup plus prêt à aller se tester directement sur une compète. Ok. Comment tu expliques l'engouement actuel autour de la discipline en quelques mots? Alors, c'est quoi la recette? Quelle est la recette miracle? Alors la recette déjà de base, en fait, c'est le constat des fondateurs, enfin surtout de Christian Tutzke, du coup le fondateur, qui est qu'il y avait des millions de personnes qui s'entraînaient sur du fitness en salle de sport et qui faisaient un petit mix cardio-force, qui allaient courir un peu sur tapis et qui faisaient un peu de muscu à côté et tout. Et en fait, ces personnes-là s'entraînaient sans but autre que des résultats physiques. Donc se maintenir en forme et tout. Et du coup, en fait, il y avait un peu une faille là de toutes ces personnes-là. C'était les seules personnes qui faisaient du sport, un sport dans lequel il n'y avait pas vraiment de compétition. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y a d'autres pratiques dans le fitness où il y a des compétitions qui existent, mais c'est pas forcément autant grand public, autant accessible. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir une compétition qui soit vraiment accessible à tous en enlevant toutes les barrières force, toutes les barrières techniques et qui correspondent à des millions de personnes qui pratiquent le fitness déjà quotidiennement. Donc en fait, on n'a pas forcément inventé le truc de A à Z. On est plutôt parti de OK, il y a toutes ces personnes qui s'entraînent dans la salle de fitness. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font un peu de cardio, un peu de renfo. Et en fait, elles s'entraînent juste sans objectif vraiment de compétition comme dans d'autres sports. Et c'est vrai qu'en fait, en comparant d'autres sports, ce qui drive les gens et les motive et fait qu'ils continuent et ils se boostent tout le temps et gardent la motivation, c'est ce truc d'avoir des objectifs de compète. C'est tellement motivant. Et après, le secret pour que ça prenne autant derrière, c'est
je pense tout le côté image, etc., notamment d'avoir un sportographe qui du coup permet aux gens de reposter. C'est vrai que ça va donner envie à d'autres de voir des amis et puis les amis des amis des amis. C'est viral, et du coup. ça fait un côté bouche à oreille, mais du coup c'est vrai que ça fait ça donne envie. Et ouais, le fait que ce soit accessible, du coup, ça permet aussi un peu à chacun de se dire et pourquoi pas moi, quoi. Ok. Et comment tu expliques le fait que les gens reviennent faire des courses une fois qu'ils ont testé? Mais ça, je pense que c'est aussi le truc de toute personne qui touche à la compétition en fait, c'est le moment de passage à la ligne d'arrivée, c'est que de l'émotion. Et c'est la fierté et l'émotion, enfin toute l'adrénaline, tout ce qui va en fait avec le truc de la compétition. Je pense que vraiment les gens, une fois qu'on goûte à ça, on a envie de le revivre, c'est tellement intense et ça fait, je sais pas, je pense que c'est les hormones et après aussi la fierté en fait de le faire. Aujourd'hui, on est à 99% de finishers. Donc en fait, 99% des gens ont cette fierté d'avoir fini. Alors de temps en temps, il y en a qui sont pas hyper contents de leur chrono, mais du coup, ils veulent revenir pour refaire un meilleur chrono. Ouais. Et après, tous les gens qui ont goûté à la fierté, et il y a aussi ce truc de quand on goûte à la compète, la première chose qu'on se dit, je pense, c'est où est-ce que j'ai pas été bon, où est-ce que je peux aller choper le petit truc en plus. Et du coup, on a envie de refaire une compète pour aller chercher le petit truc en plus. Donc, yes. Ok. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce serait bien d'y revenir sur quels sont pour toi les leviers les plus importants pour développer Hyrox. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les salles partenaires? Ou est-ce que vous misez plutôt sur les influenceurs et les athlètes? Après c'est forcément un peu un mix de tout. Les réseaux sociaux ça reste aujourd'hui un levier hyper important, on va pas se mentir, on est tous sur les réseaux tout le temps et en fait c'est sûr que voir des belles images, voir de l'émotion et tout, c'est sûr que c'est quelque chose qui donne envie. Donc ça aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on ne pourrait pas s'en passer et on va pas se mentir, Hyrox serait clairement pas aussi gros si on était en 1960. Après les salles affiliées ça reste un énorme levier et là on essaye de plus en plus de même communiquer autour d'eux et sur eux parce qu'en fait aujourd'hui les coachs et les honneurs de boxe c'est les premiers porte-parole de toutes les personnes qui sont là, c'est les personnes qui au quotidien parlent d'Hyrox à tous les athlètes Hyrox. Du coup c'est clairement les personnes les plus importantes en fait dans l'écosystème Hyrox. Donc les salles affiliées c'est je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui dans Hyrox, c'est d'avoir en fait justement toutes ces personnes disséminées un peu partout en France qui sont porte-parole du sport et de la compétition et du coup c'est clairement eux. Après sur les réseaux sociaux ça aide. Et je dirais la partie influenceur, nous on n'a pas forcément une politique d'avoir des gros influenceurs et des grosses têtes d'affiches de personnes avec 10 millions d'abonnés et tout. Nous, on a plutôt le parti pris d'avoir des personnes qui partagent les mêmes valeurs, enfin d'inviter quelques personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui sont les valeurs du sport, du partage, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on va plutôt aller chercher une diversité de profils et de personnes qui vont avoir des valeurs trop cool, de sportifs de plein d'univers différents et de sports différents, des personnes très débutantes qui vont avoir envie de montrer leur chemin, leur parcours et d'où elles viennent. Tout comme on va avoir aussi envie de montrer les meilleurs athlètes Hyrox. Mais on va pas aller chercher de l'influence à proprement parler de gros influenceurs. On va plutôt aller chercher des petits profils de personnes inspirantes, enfin petits profils, je m'entends, mais des personnes inspirantes de manière générale. Ok. Vous avez beaucoup du coup de marques et de partenaires sur chaque événement. On voit par exemple Hyrox ici avec Lucie. Quelle importance en fait ces partenaires jouent dans la croissance ou dans le développement de ces événements et de la marque de manière générale? C'est sûr que pour nous c'est très important. Déjà je pense qu'ils reflètent, l'envie des marques et des partenaires reflète en fait l'engouement autour d'Hyrox de manière générale. Aujourd'hui les partenaires dans la croissance ils ont un rôle. Mais je pense qu'ils ont eu un très gros rôle, des Puma, Red Bull, etc. ont eu un très gros rôle dans la phase de démarrage d'Hyrox, d'être soutenu par des grosses marques comme ça. Je pense que ça a donné beaucoup de crédibilité à la marque. Aujourd'hui, ça continue d'en donner, mais je pense que c'est hyper donnant-donnant. Je pense qu'on donne aussi de la crédibilité à Puma sur leurs nouveaux produits qui sortent. Et à l'inverse, nous, ils nous donnent de la crédibilité. Red Bull, pareil. Je pense que aujourd'hui, on arrive à un équilibre entre les marques, on s'apporte l'un et l'autre et c'est super chouette. Les marques qu'on a aujourd'hui, partenaires qui arrivent aussi au fur et à mesure, je sais pas si pareil, je pense que c'est donnant-donnant, on s'apporte de la crédibilité l'un à l'autre. Aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus important pour nous avec les nouvelles marques partenaires, c'est plus qu'elles apportent quelque chose
à l'expérience athlète et que du coup ce soit vraiment des marques qui correspondent pareil aux valeurs d'Aerox et aussi qui correspondent. Là aujourd'hui on a Lucie qui est sur place, c'est vraiment hyper lié dans l'idée d'un parcours athlète 360 en fait l'Aerox c'est trop bien, il y a l'entraînement, il y a la compétition, mais c'est un univers entier en fait de faire du sport et il y a aussi toute la partie récup, nutrition, santé qui est hyper importante et qui est vraiment à prendre en compte et c'est vrai que même en fait personnellement je trouve que c'est hyper important de suivre des marqueurs de santé quand on fait du sport parce que la blessure est vite arrivée. Oui. Et du coup, c'est bien d'avoir des partenaires comme ça en fait qui peuvent aussi donner de la voix sur des sujets où nous on n'est pas du tout experts. Du coup, c'est plus facile d'avoir des personnes plus expertes qui prennent la parole. Complémentaire. Ok. Quelle est la vision d'Aerox pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a des projections un petit peu France et internationales sur le développement? Dans les projections, du coup, ce que j'ai, c'est d'avoir vraiment 150 villes en France, en France, n'importe quoi, dans le monde. Ouais, ce serait pas mal, hein, 150 villes. Il faudrait qu'on se dédouble un peu là dans les week-ends, dans 150 villes dans le monde. En France, je pense qu'on va rester à 6, max 7 events, mais c'est vrai qu'en fait, après, pour avoir des events qui restent qualitatifs, où les équipes gardent de l'énergie aussi, 6 à 7 events, on trouve que c'est bien en France. L'idée, c'est de trouver des lieux qui soient vraiment chouettes, d'avoir des événements qui soient vraiment qualitatifs. Aujourd'hui, le levier qu'on va le plus aller chercher côté Aerox, ça va être plus sur l'expérience. Donc là, vous avez vu, du coup, il y a les tunnels. Donc là, les tunnels ont changé. Il y a de plus en plus c'est la team qu'on appelle expérience, nous. Et du coup, eux, ils font en sorte que l'expérience sur site soit de plus en plus immersive, de plus en plus interactive et de plus en plus cool pour les athlètes. Et aussi les spectateurs. L'idée, c'est de aussi avoir une expérience spectateur qui monte un peu aussi. Et du coup, en gros, nous, l'ambition un peu, c'est d'avoir des athlètes qui viennent à la journée et que tout le monde ait envie de rester là toute la journée, puisqu'en fait, le lieu, c'est un salon avec une compète, mais que ce soit pas juste une compète, quoi. C'est exactement la sensation que ça m'a fait là. On a l'impression d'être à un salon fitness au final, avec les stands, avec des gens qui se filment, donc c'est super. Est-ce qu'on peut imaginer un jour voir Aerox diffusé dans des événements télé ou streamés? Est-ce que c'est des choses qui sont en discussion? Ouais, complètement. Alors aujourd'hui, il y a déjà un live stream sur notre chaîne YouTube des courses Elite 15, donc tous les majors et les championnats du monde. Ces courses-là, il y a des discussions déjà en cours pour avoir les courses qui sont un peu streamées sur des chaînes un peu partout dans le monde. Après un événement Aerox comme celui-ci, le sujet c'est que c'est pas forcément très intéressant d'avoir une caméra vue du dessus et de voir des gens qui courent un peu dans tous les sens. On comprend pas très bien, on sait pas qui est où, impossible de suivre quelqu'un. Du coup, une course Aerox, c'est intéressant à suivre quand on peut suivre quelques personnes. Du coup, si on en arrivait à diffuser des courses, il faudrait réussir à sélectionner des personnes. Mais pareil, c'est toujours un peu délicat, ou peut-être suivre la première vague, mais en fait, comment on sait qu'il y en a pas un dans la deuxième vague qui va être plus rapide? Du coup, c'est assez difficile en fait à broadcaster une course Aerox en dehors des majors, du coup, où vraiment, où toutes les courses Elite 15, où là il y a 15 athlètes, il y a qu'une vague et du coup, on sait toujours qui est premier. Des courses comme celle-ci, c'est plus difficile. Du coup, effectivement, on aimerait trop en fait réussir à trouver un moyen de les diffuser et ne serait-ce que on a déjà pensé à avoir des écrans en fait dans les lieux et réussir un peu à avoir des lives pour que les gens puissent voir de différents endroits. Ralentis, Mais même ça, en fait, on sait pas trop qui suivre à quel moment. C'est un peu. Oui, c'est ça, on entend parfois parler d'un potentiel lien avec le mouvement olympique. Est-ce que on en a déjà parlé aussi, est-ce que c'est un objectif à long terme pour Aerox est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Ouais, c'est clairement un objectif dans le sens où tout le monde chez Aerox aimerait beaucoup que Aerox devienne un sport olympique. Parce qu'on pense, on est tous convaincus que ça a le potentiel, parce que, Après, du coup, devenir un sport olympique, déjà, c'est pas en demandant comme ça, c'est vraiment le comité olympique qui va se dire que c'est un sport qui a du potentiel, etc. Après, il y a plein d'étapes à passer pour pouvoir devenir un sport olympique. Faut être un sport très institutionnel et il y a plein un cahier des charges à remplir. Donc, en fait, pour déjà avoir la possibilité de déjà remplir ce cahier des charges, Aerox s'est affilié du coup avec la fédération de triathlon
Et pour être un sport olympique aussi, en fait, il faut le sport est un nom et le nom de ce sport est forcément complètement libre de droit. Oui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a le sport. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a le nom du sport en fait c'est le hiathlon. Ok. Enfin hiathlon quoi. Et du coup ça va être le nom du sport officiel qui du coup va pouvoir être utilisé par n'importe qui. N'importe qui veut dire je fais du hiathlon parce que. Hiathlon, d'accord. Ouais. C'est pas fitness racing du coup. Non, c'est hiathlon le nom qui a été choisi du coup. Je pense que c'est lié à l'affiliation avec la Fédé Triathlon. Oui. Mais effectivement, en fait, si on appelait ce sport Aerox, ça voulait dire que nous, on donnait absolument tous les droits. Enfin, ça devenait un mot public. Et du coup, c'était pas forcément très intéressant pour nous que Aerox devienne un nom public. Mais déjà, on est du coup en bonne voie pour déjà pouvoir remplir un cahier des charges, pour pouvoir prétendre devenir un sport olympique. Et du coup, l'idée, c'est de remplir ce cahier des charges au maximum et après entamer des discussions avec les comités pour potentiellement 2032, on espère. Ce serait magnifique. Ouais. Petite question coulisses, toi qui as l'expérience d'Aerox depuis le démarrage, on va dire, de la marque en France, qu'est-ce qui a été peut-être la chose la plus difficile pour toi dans ce développement de la marque, même si ça s'est au final plutôt très très bien passé, mais qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile pour toi en termes d'expérience? Le plus difficile, c'était clairement en fait le tout début où effectivement on essayait de proposer à des gens de participer à une compétition, mais qui était pas du tout connu, qui avait pas du tout d'engouement. C'est vrai qu'aujourd'hui, Aerox, c'est un côté tendance aussi qui fait que c'est quand même plus facile de proposer à des gens. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de démarchages, d'aller chercher des gens qui avaient un profil qui pouvait un peu correspondre. À l'époque, on avait trouvé un petit pool d'ambassadeurs qui étaient du coup déjà dans l'Aerox et qui avait bien représenté aussi le sport à l'époque, qui montrait pas mal d'images et qui avait donné un peu envie. Donc au final, le premier event, on avait réussi à avoir un peu de succès dessus, mais c'est vrai que en fait, clairement, le plus difficile, ça a été le lancement personne connaissait Aerox, on n'avait pas forcément d'athlètes. Et on n'avait pas non plus l'expérience de l'événementiel et où du coup il y avait beaucoup plus d'imprévus sur event. Ouais. Là on n'avait pas trop le temps, je pense, de faire des petits podcasts en temps, on courait dans tous les sens. Mais, le premier événement, ça a dû être quelque chose. C'était intense. Je pense que un jour d'événement c'était aussi fatigant que là les 4 jours. Ah ouais, mais après c'était trop bien. Enfin en fait c'est hyper chouette de voir, de partir de zéro et de voir quelque chose grandir, c'est trop bien. Super. J'ai un petit quiz maintenant pour toi rapide. Le principe est très simple. Tu réponds instinctivement, assez rapidement. Tu peux compléter un peu si tu le souhaites. Et l'idée, c'est d'avoir un peu ton retour pour un petit peu mieux connaître Héloïse. Du coup, c'est très orienté Aerox, bien sûr. Est-ce que tu peux me donner ta pire station Aerox? Les burpees, je pense. Mais j'hésite avec le sled pull. Ok. Ta station préférée? Le rameur. Okay. Ou les farmers carry. Ok. Station feignante. Skierg ou rameur, du coup? Rameur. Ouais. Burpees, broad jump ou wall ball? Wall ball. Forcément. Solo ou double? Double. Ok. Training matin ou soir? Soir. Le matin, j'arrive pas à me réveiller, je peux faire que de l'endurance fondamentale. Préparation running ou préparation force? Running, mais je vais me mettre à la force. Okay. Aerox race ou simulation Aerox à l'entraînement? Aerox race. Et si tu pouvais supprimer une station de la course, laquelle disparaîtrait? Les burpees. Et la station que tu redoutes le plus quand tu vois qu'elle arrive? Les burpees, du coup, toujours les burpees. Ok. Est-ce que tu as peut-être un petit tips à donner pour, même si tu galères sur cette station, pour essayer de voir le jour ou qu'est-ce qui te fait tenir du coup? Vraiment, c'est le type général de course et après tout le monde le dit, c'est vraiment la gestion de course de le premier kilomètre. Je sais après je pars toujours beaucoup trop vite, mais vraiment essayer de se gérer. Et pareil les burpees en fait c'est hyper traître mais toutes les stations parce que même les sleds c'est pareil, c'est hyper traître parce qu'en fait les 5 premiers passent très bien, voire les 10 premiers. En fait c'est pas la peine de breaker au début, mais en fait il vaut vraiment mieux apprendre à gérer. À s'arrêter avant que ça aille plus parce que c'est une fois que ça va plus Et le petit tips c'est le petit gel aussi, des fois ça fait du bien, boire l'hydratation et le sucre, c'est pas mal quoi. Ok, pour terminer, j'avais une question. Si quelqu'un découvre Aerox aujourd'hui et n'a jamais participé à un événement, qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie de tenter l'expérience? Quelqu'un qui hésite à...
à venir faire une Eh course? ben, je dirais que c'est le meilleur moyen de se dépasser et d'aller chercher un moment où il va être fier de lui, comme il pourra, je pense, pas forcément l'expérimenter en dehors de la compétition sportive. Et la compétition aérobique, je pense que c'est un excellent moyen parce que c'est extrêmement accessible déjà de par les mouvements. Vu que c'est 1 km de course à pied, une station, 1 km de course à pied, ça permet aussi de varier et ça fait passer le temps relativement vite. Le fait d'avoir différents formats aussi, une personne qui a jamais fait et qui est peut-être plus débutante, je vous conseillerais de partir sur un double voire un relais pour mettre un premier pied dedans et juste du coup découvrir le sport et juste découvrir la sensation en fait de toute l'adrénaline et la fierté de la finish line. Et c'est sûr que derrière elle aura envie de se réentraîner et d'aller faire une compète. Donc je pense que clairement c'est venir vivre l'émotion Aerox et on regrette jamais. Super, merci pour tout Héloïse. Ben, merci à toi. Et à très vite. Merci, merci à tous.